Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 11 septembre 2023, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a salué samedi dernier l'admission de l'Union africaine en tant que membre à part entière au groupe des G20. Invité d'honneur, le président el-Sisi a participé au 18e sommet du G20 tenu à New Delhi en Inde, président en exercice du groupe. Alors, le G20, qui s'est réuni ce week-end à New Delhi, a décidé d'accorder le statut de membre permanent à l'Union africaine, équivalent à celui de l'Union européenne. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué samedi l'admission de l'Union africaine en tant que membre à part entière du groupe des G20, a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué. Le président a souligné qu'il s'agissait d'un pas dans la bonne direction qui offre l'opportunité de définir les priorités du continent dans l'agenda international. Le G20 a accueilli officiellement dans ses rangs samedi l'Union africaine, un signal fort pour l'Afrique et une victoire diplomatique pour l'Inde, hôte cette année du sommet qui s'affiche comme leader des pays du Sud. Avec l'approbation de tous, je demande au chef de l'Union africaine de prendre place en tant que membre permanent du G20, a déclaré dans son discours d'ouverture le Premier ministre indien Narendra Modi, dont le pays préside cette année cette instance rassemblant les plus grandes économies développées et émergentes de la planète. Le président en exercice de l'Union africaine et chef d'État des Comores, Azali Assoumani, a ensuite pris place aux côtés des autres dirigeants du G20. Établie à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, l'Union africaine compte 55 membres, dont 6 suspendus, totalisant 3 000 milliards de dollars de PIB. Le continent n'était jusque-là représenté au G20 que par un seul État, l'Afrique du Sud. Son entrée au G20 est une victoire diplomatique notable pour M. Modi, qui a porté l'initiative et redore ainsi le blason du chef d'État indien à l'étranger avant qu'il ne brille probablement un nouveau mandat l'an prochain. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est félicité dans un message sur le réseau social X que cette adhésion pour laquelle l'Afrique s'était mobilisée offrira un cadre propice pour amplifier le plaidoyer en faveur du continent et pour son efficace contribution à relever les défis mondiaux. Le continent africain était jusque-là représenté au G20 par un seul État, l'Afrique du Sud, dont le président Cyril Ramaphosa s'est dit ravi de la place offerte à l'Union africaine. L'entrée de l'Union africaine au G20 va offrir une voix et une visibilité à l'Afrique, continent qui affiche aujourd'hui la croissance la plus rapide et lui permettra de faire valoir ses intérêts et ses points de vue au sein de l'instance, s'est félicité samedi le président kényan William Ruto. L'Inde, qui préside cette année ce groupe rassemblant les plus grandes économies occidentales et émergentes, a affiché sa volonté d'être le porte-voix pour les besoins des pays du Sud dans un monde divisé. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est exprimé au sommet du G20, non seulement en tant que président de l'Égypte, mais également au nom de l'Afrique et des pays en développement. Et ce, à la lumière de la présidence égyptienne de l'initiative du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD et de la COP 27. Et j'ai le plaisir actuellement d'avoir avec moi en ligne Dr Moustapha Tammem, professeur de sciences politiques, qui va nous jeter la lumière sur cette visite et cette conférence. Bonjour, Dr Moustapha Tammem. Bonjour. Alors, l'Égypte, plutôt le président Abdel Fattah el-Sisi, représente non seulement l'Égypte, mais également l'Afrique et les pays en développement. Alors, l'Égypte sera un membre au BRICS depuis janvier 2024. Alors, selon vous, que signifie la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à cette conférence et notamment en ce moment? Certainement, cette conférence est très très importante parce que le monde entier maintenant face beaucoup de problèmes dans le domaine économique et dans le domaine peut-être politique avec tous les guerres et les problèmes du climat. Et certainement, ça devait avoir une coopération entre les pays du monde pour élever ces problèmes négatifs-là.
Et certainement, cette conférence va jouer un rôle très important pour mettre des recommandations, pour avoir une coopération entre les pays au monde entier, pour avoir un pouvoir pour une solution pour ces problèmes-là et pour avoir la stabilité mondiale dans le domaine économique et dans le domaine aussi politique. Oui. Alors, l'Égypte a tenu à renforcer les économies africaines par plusieurs projets et surtout en matière d'énergie. Alors, quel sera l'effet de ces démarches sur les investissements en Afrique? Certainement, l'Égypte joue un rôle très important pour transférer la technologie à les pays africains. Peut-être, malheureusement, au passé, on n'a pas donné beaucoup d'importance pour élever ces pays-là. Mais maintenant, certainement, avec l'Égypte qui joue un rôle très important pour élever les pays africains, pas dans le domaine d'énergie seulement, dans le domaine de la technologie, dans le domaine du climat, certainement, ça va élever ces pays-là et ça va encourager les investisseurs de venir et mettre leurs projets dans ces pays-là. Et je vais vous donner un point très, très important, que depuis un mois, l'Égypte avait une conférence avec la Banque africaine ici en Égypte, parce que peut-être beaucoup des problèmes qui sont dans ces pays-là, ce sont des problèmes de finances. On n'a pas les finances pour élever ces projets-là. Et certainement, la Banque africaine a donné beaucoup de facilités pour ces pays-là dans le domaine, pas seulement dans le domaine aussi de la finance, dans le domaine de l'infrastructure, pour financer l'infrastructure et l'éducation et élever aussi les ressources humaines dans ces pays-là. Oui. Lors de la 18e conférence du groupe du G20 et également auparavant, le président Abdel Fattah el-Sisi avait mis l'accent sur l'importance d'apporter une aide efficace aux pays en développement de la part des pays occidentaux ou des pays développés déjà pour réaliser les objectifs de développement durable face aux conséquences négatives des crises mondiales successives ayant affecté l'économie, l'alimentation et bien sûr l'énergie. Comment voyez-vous cette demande faite de la part du président Abdel Fattah el-Sisi au nom des pays africains et quelle est la réaction des pays occidentaux envers cet appel qui est, on peut dire, pas seulement la deuxième fois, mais il a demandé plusieurs fois? Certainement, ça c'est un pas très très important. Et certainement, comme on a dit depuis 2 minutes maintenant, que ces pays souffrent beaucoup des problèmes. Et certainement, l'Égypte, avec sa location stratégique entre l'Europe et les pays africains aussi, et avec les pays du Golfe et les pays au Moyen-Orient, peut jouer un rôle très important pour donner les facilités à ces pays-là. Et aussi, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'industrie, dans le domaine pétrolier. Et ces pays, les pays africains sont très riches avec ces ressources-là. Oui. Mais malheureusement, personne n'a encouragé. On n'est pas encouragé par ces pays-là parce qu'on avait, comme je vous ai dit, beaucoup de problèmes là-bas. Mais maintenant, avec cette conférence-là, on pourra élever ces problèmes et donner une chance pour élever ces pays, les pays africains dans beaucoup de domaines. Oui. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait souligné, et toujours il a souligné auparavant également, l'intérêt qu'accorde l'Égypte à la coopération avec les pays africains en matière d'énergie nouvelle et renouvelable, étant donné que le secteur de l'énergie verte soit un des intérêts particuliers de l'État égyptien. Alors, comment tirer le meilleur profit en ce qui concerne l'Afrique et notamment l'Égypte de la richesse de l'énergie verte qui se trouve, ou l'énergie également renouvelable qui se trouve en Égypte et en Afrique, comme vous venez de le mentionner? Ça, c'est un point très, très important et peut-être l'Égypte a joué
a été avancée dans ce domaine-là, dans l'énergie verte et dans les énergies non traditionnelles. Et certainement, avec l'expérience que l'Égypte a, elle pourra transférer cette expérience-là à les pays africains. Peut-être, comme vous vous rappelez, on avait le COP 27 qui a donné beaucoup de domaines d'utiliser l'énergie non traditionnelle pour réserver les problèmes du climat aussi, parce qu'on avait beaucoup de problèmes, peut-être, et peut-être malheureusement les pays africains n'ont pas pris les problèmes du climat sérieusement. Mais maintenant, avec l'Égypte qui va jouer un rôle très important, et peut-être mais on doit avoir un système de communication avec ces pays-là pour peut-être mettre un point quels sont les dangers que ces pays vont avoir si on ne va pas appliquer l'énergie vers l'énergie non traditionnelle. Alors ça, et peut-être que l'Égypte va jouer un rôle très important dans ce domaine-là. Oui. Docteur Moustapha Tammem, quel est le rôle que doivent assumer actuellement les instances internationales dans l'aide que doivent obtenir les pays africains qui subissent les répercussions des crises internationales, mais ne sont pas partie permanente dans la création de ces crises? Alors, ces pays africains souffrent le plus de ces crises. Certainement, les pays africains souffrent beaucoup des problèmes. Mais certainement, on va avoir la priorité. Certainement, on doit donner des priorités pour ces problèmes-là. Et moi, je pense que le problème des climats et le problème d'énergie sont très, très importants. Et peut-être l'Égypte va donner beaucoup d'assistance à ces pays-là pour mettre l'importance de concentrer en ces deux facteurs-là, parce qu'ils sont très, très importants. Et comme je vous ai dit, ça, si on a un succès dans ces deux domaines-là, ça pourra donner une attraction à beaucoup des investisseurs qui vont venir et mettre leur technologie et leur expérience dans ces pays-là pour élever les pays dans ces domaines-là. Oui, le thème principal de la 18e conférence du G20 cette année, elle s'est concentrée où elle a comme thème le développement durable. Que croyez-vous, que pensez-vous de ce thème alors que les conflits sont en cours en Ukraine, au Soudan et dans les autres pays? Ça, c'est un point très, très important. Peut-être que l'Égypte joue un rôle très important pour avoir une solution avec les problèmes politiques. Et parce que ces problèmes politiques, certainement, vont avoir un effet négatif, pas seulement pour les pays qui ont ces problèmes, mais pour le monde entier. Oui. Ça ne va pas donner beaucoup de la stabilité politique. Et l'Égypte, maintenant, joue un rôle très important pour avoir la stabilité politique. Et ça, c'est un facteur très important qui va attarder les investisseurs. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Moustapha Tammem, professeur en sciences politiques, pour ces explications. Et enchaînons cette édition de notre programme Autour du monde avec le séisme qui a eu lieu au Maroc. Eh bien, au moins 2012 personnes ont péri dans le puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech et plusieurs autres îles. Le drame a suscité un élan de solidarité dans le monde, plusieurs pays proposant leur aide. Dalia Karam nous donne plus de détails sur ce séisme. Au moins 2012 personnes ont péri dans le puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech et plusieurs autres villes. La secousse a également fait 2059 blessés, dont 1404 dans un état très grave, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué tard dans la soirée ce samedi. Quelques heures plus tôt, un précédent bilan faisait état de 1305 morts. Le royaume a décrété un deuil national de 3 jours, a annoncé le cabinet royal dans la journée, à l'issue d'une réunion présidée par le roi Mohamed VI sur ce séisme le plus puissant à frapper le pays à ce jour. La secousse tellurique de magnitude 6,8 a été enregistrée à 23h11
heure locale selon l'Institut de géophysique américain. Le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique a mesuré la magnitude du séisme à 7, précisant que l'épicentre de la secousse se situait dans la province d'El Haouz, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech. Plus de la moitié des morts, soit 694, ont été recensés à Al Haouz et à Taroundan, avec 347. Plus au sud, 2 zones rurales montagneuses au cœur du Haut-Atlas, selon le ministère faisant état de la poursuite des opérations de sauvetage. Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes craignant l'effondrement de leurs habitations selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. Le centre régional de transfusion sanguine à Marrakech a appelé les habitants à se rendre samedi dans ses locaux pour donner leur sang pour les blessés. L'armée marocaine a déployé des moyens humains et logistiques importants aériens et terrestres ainsi que des équipes de recherche de sauvetage. Une erreur technique a eu lieu et enchaînant cette édition de notre programme Autour du monde avec l'Égypte. Alors, le soufflage du verre est une tradition égyptienne qui date probablement de la civilisation badarienne en 1200 avant notre ère. Elle est transmise de génération en génération. Mais ce travail est loin d'être une partie de plaisir. Voyons ensemble les détails avec Shamsenemi. Un métier hérité, c'est un métier traditionnel. C'est dur car je travaille devant un four à 1200 degrés. Ce n'est pas donné à tout le monde. Heureusement, j'ai transmis ce métier à mes fils et ils le perpétuent. À l'origine, c'était le métier de mon père, explique Mahmoud, qui, devant un four ardent, façonne du verre en fusion pour en faire des tasses et des assiettes. Dans l'atelier familial se trouve le fruit de son travail. Le soufflage du verre, inventé en Syrie, au cours du 1er siècle, est le gagne-pain quotidien de Khaled, malgré son caractère éreintant. C'est comme ça que je gagne ma vie. Comment pourrais-je m'arrêter ? Si je m'arrête un jour, je ne pourrai pas assurer le lendemain, c'est mon travail. Mais il faut braver la chaleur devant un four chauffé à 1200 degrés. Mais pas que, les souffleurs de verre font face à plusieurs autres défis. Pour ce qui est de chaleur, je suis constamment en mouvement. Avec mes bras et mes muscles, je travaille en même temps que le chalumeau. Le processus de soufflage lui-même demande un effort supplémentaire. Et le fait d'être assis devant des températures aussi élevées affecte ma vue. Ce sont autant de défis à révéler, explique Khaled. Au-delà de la souffrance de la production, des glaçures, souvent colorées, redonnent le sourire aux souffleurs, souvent considérés comme des héros de l'innovation. La plus grande et la plus ancienne usine de soufflage de verre se trouvait à Tal el-Amarna en Égypte en 1400 avant notre ère. Mesdames et messieurs, avec ce commentaire, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à NAL TV International. Restez avec nous sur NAL TV International. Bonne journée.